Nous avons terminé, complété la première phase en 2021 et maintenant nous sommes à la phase 3 du projet et il est constitué de 10 pays qui travaillent afin d'améliorer la transparence des données en matière de planning familial. Parmi les 10 partenaires, nous avons 6 partenaires qui sont dans les pays francophones d'Afrique de l'Ouest et il y en a qui sont en Afrique de l'Est. Le programme du planning familial vise à générer des données et d'établir également des tableaux de bord à partir de ces données qui seront utilisées par par des décideurs politiques. Et ces données sont utilisées. Le cadre commun est utilisé pour faire le suivi de ces données. Il s'agit d'une méthodologie développée par PAI et le groupe des partenaires de la société civile, SMACHA y compris, qui sont représentés dans ce webinaire. Alors, il s'agit du troisième webinaire que nous produisons. Prochaine diapo. Alors, le cadre commun est une méthodologie qui mesure les performances des investissements des gouvernements en matière d'approvisionnement en planning familial. Il est également question dans ce cadre de faire le suivi des investissements du gouvernement. Il existe 10 indicateurs qui sont organisés en 4 types d'informations dans la planification du cycle budgétaire. Nous avons les dépenses, nous avons les allocations et le décaissement et le financement des besoins. Alors, il n'est pas toujours nécessaire de mesurer l'accès aux données de planification familiale, mais des outils associés avec ce cadre sont les tableaux de bord ou des outils qui constituent nos outils de plaidoyer. Alors, les recherches ou alors les résultats de haut niveau pour les tableaux de bord. Le premier est que les pays sont de plus en plus dans le besoin en commodité de financement en contraceptif. Et parmi les 7 pays qui ont été suivis, 7 pays n'ont pas investi ou ont reçu moins de financement dont ils ont besoin pour le financement de ces services. Le Malawi et la Tanzanie ont ont zéro politique domestique et sont soutenus en majorité par des organisations internationales. Le but est de leur permettre de financer l'achat des contraceptifs. Le gouvernement investit plus dans l'achat des contraceptifs. La deuxième le deuxième résultat de haut niveau est qu'avec le temps, le gouvernement produit un travail plus important afin de permettre une allocation effective des contraceptifs. Cela veut dire que les personnes qui sont dans le besoin de ces contraceptifs n'y ont pas accès. Et parmi les 7 pays, moins de 100% de ces pays investissent cet argent dans l'achat des contraceptifs. Le troisième résultat de haut niveau, malgré ces avancées, il est encore difficile de tracer comment est-ce que le gouvernement réussit à retracer ces investissements pour la planification familiale. Et
il est difficile ou voire impossible de connaître combien est-ce que le gouvernement alloue et dépend dans les services de planification familiale. En Ouganda, par exemple, il n'y a pas de service de planification familiale sur les dépenses, qui pourvoit des données sur les dépenses. Et même si le gouvernement réussit à rassembler assez de ressources dans cette lancée, ces ressources ne sont malheureusement pas utilisées, investies dans les services dont ils ont le plus besoin. Et cela joue en défaveur de ces objectifs. Au Bénin, nous enregistrions moins moins des investissements qui sont en deçà des attentes et il n'y a que 26% de ces allocations qui étaient dépensées pour cet objectif. Le quatrième résultat de haut niveau est que l'allocation et la dépense des données en matière de planification familiale venant des 7 pays sur ces 4 années ne démontrent pas de consistance ni ce manque de consistance montre combien les données ne sont pas utilisées à bon escient et cela fait que les données à utiliser ne sont pas disponibles pour les utilisateurs et les données ne sont pas prédictibles et ne sont pas fiables. Alors, le dernier résultat est qu'il y a des améliorations en matière de transparence sur les données, sur le budget en matière de planification familiale. Alors, sur les 2 dernières années fiscales, 49% du nombre total du cadre commun ont connu 10%, une amélioration de 10%. 2 pays n'ont pas modifié leurs données. Il y a 2 pays qui ont très peu d'indicateurs disponibles. Voilà ainsi, en sommaire, les résultats de haut niveau. Ceux qui voudraient des plus amples informations peuvent se manifester. À vous, Christina. Nous avons parlé beaucoup de pays et de comment est-ce que ces données ont été utilisées. Euh, je voudrais donner la parole à Charity pour qu'elle présente ces suivis systématiques qui comprend un suivi des investissements sur des années. Je voudrais connaître un peu les développements qui ont été réalisés en Ouganda et qu'est-ce qui a été trouvé dans, trouvé dans votre pays pour les tableaux de bord. Merci, Christina, et bonjour à tout le monde. Oui, pour Samacha, le cadre commun, comme vous l'avez a fait le suivi au niveau national et nous sommes assurés que le cadre commun est en accord avec le tableau de bord du budget qui est un outil important qui a servi à la présentation des données auprès des membres des parlementaires, car cela leur démontre à quel niveau se trouvent les lacunes et d'où est-ce qu'il y a des lacunes en matière d'allocation et pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas avoir accès à certaines données. Et il permet de résoudre certains problèmes comme la transparence
et les manquements, mais également des problèmes de promptitude en matière de budget. Alors, d'autres voies est constituée du plaidoyer pour le budget dans un groupe appelé budget et planification familiale. Nous soutenons l'utilisation des faits pour soutenir leur plaidoyer et nous regardons dans le tableau de bord actuel pour voir comment est-ce que les allocations en matière d'achat de contraceptifs a augmenté, malgré que cette composante de la planification familiale, ils peuvent se rendre compte que nous ne regardons pas juste au niveau des allocations. Nous vous perdons un peu. Je me demande si vous pouvez fermer votre caméra. We can see the performance. Alors, nous pouvons apprécier. Pouvez-vous m'écouter maintenant? J'ai fermé la caméra. Alors, les tendances des données sur le tableau de bord est très utile parce qu'elle nous permet d'informer le ministère de la Santé pour qu'ils soient capables de regarder, d'apprécier leur performance au niveau sur les années, ce qui a été achevé, ce qui doit être fait. Cela permet également de pouvoir des informations pour le plaidoyer. Je vous remercie. Très intéressant. Charity, pour moi, c'est un privilège de vous avoir en conversation. Je vais supporter mes questions. Vous avez parlé de certaines de choses d'une méthodologie systématique qui permet de retracer les données. Où est-ce que ces dépenses s'en vont? Quelles sont les tendances sur le long terme, sur le temps? Et vous avez également dit que cela vous permet également d'identifier les lacunes. Est-ce que vous pouvez nous dire plus? Vous avez parlé du tableau de bord avec lequel vous pouvez voir une augmentation sur les budgets alloués, malgré que la planification familiale, cette portion de la planification familiale demeure réduite. Comment est-ce que, en tant que en tant que plaidoyer, comment est-ce que vous réussissez à atteindre cette objectif en matière de planification familiale? Merci, Christina. Nous avons pu avoir accès à toutes les données en matière d'allocation sur les SRMNEA, en matière de programme et de l'administration des services. Cela est important parce que ce sont des données vraiment agrégées. Alors, ce que nous faisons, c'est que nous dirigeons vers les allocations et avons accès aux données qui sont mises à disposition de façon prompte, opportune. Et nous avons comme ça accès aux données sur les dépenses. Et ces données sont disponibles pour le public. Nous avons également les données sur les déboursements. Et nous pouvons comme ça connaître combien va dans quoi. Alors, lorsque nous avons accès aux données et au niveau des allocations, nous pouvons ainsi désagréger celles des contraceptifs et celles également des dépenses, des déboursements, pardon. Mais en matière de dépenses, il y a difficilement des données là-bas, mais nous nous débrouillons à partir de l'année fiscale passée. Mais nous avons constaté un changement depuis les 3 dernières années et nous pouvons poser des questions et nous espérons que le tableau de bord pourra permettre de répondre à ces questions. Merci, Charity. C'est un point important. Cela nous permet d'ajouter des éléments.
Alors, un des éléments que vous avez mentionné, c'est que vous pouvez voir c'est les données qui sont les données en matière de contraceptifs. Alors, lorsque vous réussissez à identifier des lacunes, c'est un point très important parce que cela nous permet de pouvoir faire le suivi des données en matière de transparence. C'était très intéressant. Merci. Alors, avant de partir chez Oisi, la dernière fois que nous sommes rencontrés, c'était en Thaïlande et j'étais très intéressé par ce que vous aviez à partager pour le Malawi. Alors, vous pouvez partager avec nous comment est-ce que vous avez utilisé le tableau de bord pour analyser. Oisi, je pense que vous êtes muet. Votre micro est fermé. Merci beaucoup, Christina. Alors là, en 2017, le Malawi a rejoint le cadre commun et a ainsi pu faire le suivi des données. En matière de suivi, nous avons remarqué qu'il n'y a pas d'allocation de budget qui était faite pour la planification, pour les programmes de planification familiale et le programme était entre les donneurs, entre ceux qui nous donnaient des ressources. Tous les Et en matière de produits contraceptifs, ces allocations étaient minimales et nous avons remarqué qu'il s'agissait juste de 218, 2,18 millions en 2017. Nous avons par la suite découvert que l'allocation a chuté de 2,6% en 2017 à 1,5%. Vous pouvez constater qu'au lieu de croître, cela a plutôt décru. Nous avons également découvert que les données sur les dépenses budgétaires avaient été changées lorsque nous avons commencé à utiliser les outils, le tableau de bord et à apporter les faits. Nous avons constaté qu'il y a eu une nette progression entre 2019 et 2020. Nous avons également découvert que dans le travail, les dépenses du gouvernement, fluctuent entre 1% et 2,2% sur une période de 2 ans. Ce que nous avons essayé de faire, c'est de rassembler un certain nombre d'organisations de la société civile intéressées par la planification familiale. Et l'un d'entre eux nous ont apporté l'information sur laquelle ils ont des évidences, des faits utilisés sur le tableau de bord qui ont par la suite été présentés au gouvernement, le gouvernement et d'autres parties prenantes. Et ces parties prenantes sont une organisation qui permettent un approvisionnement et des allocations qui, lorsqu'ils ne sont pas servis, accusent un certain retard. Dans nos découvertes, il a également été fait état lorsque nous sommes formés en tant que coalition. Il y a eu des aspects de fiabilité. Qu'est-ce que vous apportez sur la table? Mais avec le tableau de bord et l'outil de suivi et le tracking tool, les partenaires, les membres ont pu voir les faits qui ont été présentés et ainsi
des membres de la société civile et la population ont pu voir ce qu'ils gagnent et le gouvernement a ainsi pu écouter ce que nous disions. Cela nous a facilité le travail en matière de données et nous avons engagé les parlementaires pour qu'ils puissent, comme ça, connaître les données qui leur sont présentées et qui soutiennent notre plaidoyer. Merci, je reviendrai vers vous, Voici, car je sais que vous avez une histoire très intéressante en matière de plaidoyer. Nous reviendrons vers vous pour cela. Alors, une des choses qui m'a marqué pendant votre présentation, je sais au Malawi, vous avez parlé à un moment. Est-ce qu'il s'agit des contraceptifs ou alors du planning familial? Il s'agit de tous les programmes de planning familial. L'investissement au niveau national n'était que pour les programmes de planification familiale et non pour les contraceptifs. Alors, vous avez pu utiliser une méthodologie systématique pour y voir clair. Alors, ces outils ont été créés pour que toutes les organisations de la société civile puissent se mettre ensemble et créer un ensemble de données communs en matière de planning familial. Oui, également, lorsque nous sommes venus ensemble, nous avons remarqué qu'il y a des expertises dans divers domaines et les parlementaires ont pu apprécier ces données et ainsi voir les domaines dans lesquels les données qui ont été trouvées ont été apportées. Nous avons pu ainsi présenter les données et présenter également d'autres cas en matière d'investissement. Alors, cela a permis d'enrichir la discussion avec les parlementaires. Alors, vous avez également parlé des données apportées au niveau des décideurs politiques. Alors, je vais donner la parole à notre collègue Jérôme. Est-ce que vous pouvez partager avec nous votre expérience pour le Bénin? Et je crois que vous allez parler en français. Vous pouvez écouter la présentation dans votre première langue. Je voudrais que vous nous parliez de votre expérience en utilisant le cadre commun et également d'autres informations. OK. Merci, Christina. Et nous avons pris le train en marche. Le Bénin a pris le train en marche. Cette expérience a commencé et n'a pas fait partie de la première phase. Nous disons que c'est une expérience très intéressante pour nous. Le tableau de bord, le cadre commun, nous a permis de voir clair dans les allocations pour la planification familiale en général dans notre pays et particulièrement pour les produits contraceptifs. Et nous avons, sur la base de cet outil, on a pu aboutir à quelques recommandations, lesquelles recommandations nous ont permis d'aborder des thèmes clairs de plaidoyer pour le financement de la planification familiale et particulièrement le financement de l'achat des produits contraceptifs. Alors, quand le Bénin a commencé cette expérience, nous avons été deux structures, il y a Social Watch et l'ONG Grafed qui s'occupe du volet plaidoyer, et Social Watch s'est occupé du volet suivi budgétaire, mais les deux se réunissent régulièrement pour faire le point global de l'activité. Et alors, nous avons pu, sur la base de l'outil du tableau de bord, nous avons pu faire le suivi de l'année 2019, le suivi du financement
de la planification de l'année 2019, tant dans les programmes que dans les produits. Et ce suivi a été aussi fait en 2020. Et quand nous avons abordé l'année 2020, nous avons noté que sur la base des indicateurs, les 10 indicateurs dont on a parlé tout à l'heure, si nous prenons par exemple l'indicateur sur la pertinence, le tableau de bord nous a permis de montrer que les allocations pour la planification familiale sont restées pertinentes pour les années 2019 et 2020, tant au niveau des programmes qu'au niveau des produits. On est parti de 67,4% en 2019 et 40,7% en 2020. C'est toujours resté pertinent, mais on a noté une certaine baisse, parce qu'on est parti de 67% en 2019 par rapport à la pertinence à 40,7%. Et la principale raison de cette baisse est la COVID. Donc, la priorité, la planification familiale a été pertinente. Les dépenses, les allocations dans la planification familiale ont été reconnues pertinentes dans le pays, mais avec une baisse de cette pertinence due à l'apparition de la COVID-19. Il y en est de même pour les produits. Ça, c'est par rapport au programme. Pour les produits aussi, on a noté qu'il y a une certaine pertinence dans l'allocation, dans l'achat des produits contraceptifs. Donc, on est parti de 45,3% à 31,3% en 2020, bien sûr. Donc, c'est pour les 2 années. De même, en ce qui concerne la priorité, est-ce que le tableau de bord, l'outil, le cadre commun nous a permis de voir si la planification familiale, les dépenses dans la planification familiale constituent une priorité pour le pays. Et nous avons noté que en 2019, on est à 1,2% et en 2020, la priorité est allée à 1,5% pour les programmes et pour les produits. La transparence a augmenté de 2019 à 2020. Et en 2020, nous avons eu plus de données. Nous avons eu plus de données disponibles en 2020 qu'en 2019. En 2019, quand on a commencé, c'est vrai que le Bénin est dans la sous-région, est le premier pays en matière de transparence budgétaire. Mais quand il faut aller fouiller dans les dépenses, c'est surtout au niveau des dépenses qu'il y a eu des problèmes. Et quand il faut aller fouiller dans les dépenses, au niveau des services, au niveau des ministères, on a constaté que beaucoup de données n'étaient pas disponibles ou bien le personnel des ministères n'était pas tellement ouvert pour fournir les données. Mais après 1 an, quand on a quitté 2019, en 2020, on a eu plus de données en 2020 qu'en 2019. Donc, le cadre nous a permis quand même d'évoluer en matière de transparence par rapport aux données liées au programme et aux produits. Nous pouvons dire de façon globale que selon les tendances, les allocations des programmes et des produits comme des parts de besoins de financement ont considérablement augmenté de 2018 à 2019, puis ont chuté en 2020. Quand on voit notre courbe de tendance, et la principale raison de cette chute est que en 2020, il y a eu l'épidémie de la COVID-19. Alors, nous avons, à partir de ces données, parce qu'on n'a pas parcouru, on n'a pas pu présenter tous les indicateurs, on a juste prélevé quelques indicateurs renseignés que nous sommes en train de présenter. À partir des indicateurs, à partir des données collectées, nous avons tiré quelques avantages que nous avons tirés, bien sûr, des 2 tableaux de bord. C'est que le suivi budgétaire en matière de la planification familiale s'est amélioré.
Avant, il suffit simplement que les pays déclarent, bon, oui, nous avons alloué tel montant, tel nombre de millions, telle quantité de millions à la planification familiale ou bien à l'achat des produits contraceptifs, et on s'en tient à cela. Il n'y a pas de contrôle. On ne va plus au-delà de ça. On s'arrête simplement à la déclaration, à l'inscription du montant sur les lignes budgétaires. Qu'est-ce que les montants ont servi à faire? Donc, les tableaux de bord nous ont permis d'aller au-delà et de voir comment les dépenses ont été faites et qu'est-ce que ça a pris, combien ont été dans les programmes, combien ont été dans l'achat des produits contraceptifs et quelle est la qualité de ces dépenses et à quel moment ces dépenses ont été effectuées. Parce qu'il ne sert pas d'allouer un montant à la planification familiale et d'attendre la fin de l'année pour sortir une quantité d'argent et tout se dépense dans la précipitation. Là, il n'y a pas eu une efficacité dans les dépenses. Donc, voilà un peu. Maintenant, les tableaux de bord contribuent aussi au renforcement des efforts en matière de plaidoyer budgétaire. Et ça, c'est vrai parce qu'on a de la matière, on a d'éléments probants pour montrer au gouvernement que voilà, sur la base d'un outil que nous avons utilisé, voilà ce qui en est. Et il faut noter que les tableaux de bord facilitent le suivi en temps réel du budget alloué à la planification familiale et permet aux organisations de la société civile de disposer des données factuelles, des données probantes pour étayer, pour rendre vivant le plaidoyer. Et enfin, nous pouvons aussi dire que les tableaux de bord permettent donc aux OSC de disposer des évidences afin de soutenir le plaidoyer budgétaire en faveur de la planification familiale. Je vous remercie. Thank you so much. One of the things that really struck me from what you were saying was Une des choses qui m'a marqué pendant que vous parliez était l'importance des données en temps réel. Est-ce que ces données, si je vous ai bien compris, Jérôme, il y a eu des dépenses en temps réel, non pas seulement ceux qui ont été alloués, et cela vous permet d'avoir des données pour faire bouger le gouvernement. Est-ce que c'est le cas? Oui, il y a eu quelques données en temps réel. Il faut dire que de façon globale, c'est très difficile d'avoir des données en temps réel. Mais avec l'approche que nous avons utilisée, en l'occurrence SocialWatch et GRAPHED, qui était d'avoir des contacts directs au sein des gouvernants, au sein du personnel du ministère de la Santé, on a pu glaner quelques données en temps réel, mais il faut dire que de façon globale, c'est très difficile d'avoir des données trimestrielles. Au cours d'un atelier, la dernière fois, quand on préparait notre rencontre, notre plaidoyer à l'endroit des députés, il y a de cela 4 semaines, il a été noté, la direction, les gens qui étaient venus du ministère des Finances nous ont dit qu'au fait, il est difficile d'avoir les données trimestrielles parce que les dépenses budgétaires, la libération des montants alloués respectent une certaine méthodologie, c'est-à-dire qu'il faut attendre que les premiers fonds qui ont été alloués puissent être totalement finis avant qu'on ouvre encore un second financement, si bien que la libération des allocations ne respecte plus la période initialement prévue qui est
de libérer les fonds de façon trimestrielle. Mais on attend que les premières dépenses soient finies ou bien qu'on atteigne un grand pourcentage dans les dépenses avant d'ouvrir encore une autre vanne pour d'autres dépenses. Si bien que on n'arrive pas, pour certaines données, on n'arrive pas à les avoir en temps réel. On est un peu confronté à ça. L'autre raison qu'ils ont avancé, c'est que c'est vrai que le budget est annoncé, mais il faut mobiliser les fonds. L'État attend aussi à des moments donnés la mobilisation des ressources avant de les mettre à disposition des programmes et services. Voilà. Thank you. That's really interesting. And I keep hearing this theme of the importance of data to really start. Alors, ce thème revient, l'importance des données est très importante pour engager une conversation avec les décideurs politiques. Mais vous avez parlé de ceux qui, des difficultés qu'il y a à y avoir accès. Nous y reviendrons probablement, mais il est important de bâtir une relation de confiance avec des personnes qui peuvent rendre ces données disponibles. Merci beaucoup, Jérôme. Alors, c'est une conversation intéressante. Alors, nous passons à Julien, qui est le président de Justice sociale. Alors, vous allez nous présenter votre travail en Côte d'Ivoire en matière. Nous voulons bénéficier de votre expérience dans l'utilisation du tableau de bord. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Christina. Je salue tout le monde. Alors, je voudrais dire que Social Justice travaille sur les questions de gouvernance de façon générale, de transparence et une action spécifique sur la question de transparence budgétaire. Et c'est dans ce cadre que nous avons fait notre premier pas sur les questions de santé en essayant d'analyser la question de transparence budgétaire, la question de budget lié à la question de planification familiale. Alors, le cadre commun a été très utile pour nous dans le cadre de ce travail-là. Et ce cadre commun, sa mise en œuvre et son analyse nous a permis de tirer plusieurs conclusions, au nombre desquelles je voudrais vous partager 5. Alors, le premier élément que je voudrais relever ici en termes de conclusion sur la mise en œuvre du cadre commun, c'est que nous avons compris dans la mise en œuvre de cette politique du cadre commun-là que l'allocation des programmes de planification familiale est restée la même sur l'année fiscale 2019 et 2020. Donc, le montant est resté la même chose à 108 millions de francs CFA. Au même moment que l'allocation de planification familiale est restée identique, nous avons constaté aussi que le besoin en financement a diminué de 3,9% à 3,4%. Ça, nous avons essayé de comprendre les raisons. On pourra nous dire qu'il y a eu une avancée. On nous dit également qu'il y a une politique qui est en cours. Est-ce que ça explique cela? Mais nous n'avons pas eu le temps d'approfondir, de comprendre ce qui a justifié cette diminution du besoin alors que l'allocation est restée statique. L'autre conclusion que je voudrais partager, c'est que l'allocation aussi pour les produits de planification familiale est restée la même chose dans l'année fiscale 2019 et 2020. Le montant est resté à 400 millions, alors que l'engagement a été fait d'augmenter de 10% chaque année à atteindre un montant. Et nous avons compris que depuis la prise de cet engagement, c'est pratiquement le montant de 400
voire par moment 500 millions, mais de façon générale, c'est autour de 400 millions l'allocation de produits contraceptifs. C'est resté identique. Alors, nous avons aussi compris que les besoins en financement étaient aussi restés sur les 2 années à 15,5% en termes d'allocation de la part des besoins en financement. L'autre point que nous voulons relever comme conclusion à la suite du travail sur le cadre commun, c'est que le taux de dépenses pour l'allocation au programme de planification familiale est passé de 100% dans l'année fiscale 2017 à 20% en 2018. Les autres années, nous n'avons pas pu avoir accès à ces informations. D'ailleurs, ça sera l'une des difficultés que nous allons relever lorsque nous allons aborder le point sur point au niveau de notre exposé. Alors, avant-dernière conclusion, avant de passer à notre point, c'est que nous n'avons pas constaté de dépenses sur les produits contraceptifs de 2017 à 2019. En 2017, il n'y avait pas eu d'allocation, c'est ce que nous avons compris. En 2017, il n'y avait pas eu d'allocation. Par contre, en 2018 et en 2019, c'est vrai qu'il y a eu des allocations, mais nous n'avons pas eu d'informations sur les décaissements, sur les dépenses. Donc, la situation d'exécution ne nous a pas permis de voir qu'effectivement, il y avait eu des dépenses réalisées. Enfin, les dépenses pour l'allocation au programme de planification familiale, comme une part de besoin en financement, sont passées de 2,3% à 1% en 2017 et 2018. C'est seulement 20% de l'allocation en 2020 plutôt, qui ont été dépensées. En 2020, il y a eu seulement 20% des allocations qui ont été dépensées. En 2019 et 2020, les informations n'ont pas été rendues disponibles. Donc, il y a ce défi. Alors, qu'est-ce que nous tirons comme, je vais dire, élément important dans la mise en œuvre de ce cadre commun? Comment ça nous a aidés? Alors, je voudrais dire que le cadre commun nous a été très utile dans le développement de stratégies de plaidoyer au regard des résultats que nous venons de relever. Vous voyez bien qu'on parle de difficultés d'accès à l'information, du fait que les dépenses ne sont pas désagrégées et que c'est difficile d'avoir ces informations. Et donc, ce travail nous a permis de non seulement nous-mêmes proposer un référentiel d'informations à publier, et nous avons utilisé cela aussi pour mettre en place un comité de suivi qui nous a permis, nous, de comprendre les difficultés réelles. Et c'est justement à partir de cela que nous avons proposé qu'un engagement soit pris par le gouvernement dans le cadre de l'OGP. L'OGP, c'est Open Government Partnership, c'est un engagement qui permet l'ouverture des données, la participation citoyenne, la question de transparence. Et donc, le cadre commun nous a aidés à avoir des informations nécessaires, la situation pour proposer un engagement. Et je vous assure que la qualité des informations a été facile, nous a permis de faire en sorte que l'engagement soit accepté de façon unanime par l'ensemble des membres du comité technique OGP, y compris même au niveau du gouvernement. Et donc, nous avons pu avoir 2 engagements au niveau du plan d'action OGP, qui est un document officiel signé par le gouvernement. C'est la création de la ligne, puisque je vous ai dit tout à l'heure que c'était difficile d'avoir des informations. La création de la ligne budgétaire pour que nous puissions suivre effectivement le décaissement, parce que ce que nous avons compris, c'est qu'il y a une ligne globale et cette ligne comprend les produits contraceptifs, les produits de planification familiale, tout ce qui est formation et autres. Et donc, il fallait créer une ligne spécifique pour faire le suivi des dépenses effectives. Et donc, c'était un engagement qui avait été pris par le gouvernement. Deuxième engagement, puisque c'était difficile d'avoir des informations, c'était de faire en sorte qu'on puisse avoir une plateforme de données au niveau du ministère de la Santé pour qu'on puisse publier les informations. Donc ça, c'était pris aussi comme un engagement.
Alors, comme bien fondé, ce qui nous a permis de renforcer notre plaidoyer, nous avons pu avoir une meilleure visibilité, une bonne connaissance des défis en matière de suivi du financement de la planification familiale et des produits contraceptifs. Et cela nous a aidé à orienter nos actions au niveau de la société civile, nos actions de plaidoyer. Et le cadre commun nous a permis de renforcer, je dis, notre collaboration avec des institutions étatiques, notamment la Commission d'accès à l'information publique, la KIDP, qui est une institution qui existe ici, qui permet d'aider les structures qui ont des difficultés pour avoir des informations. Et cette structure nous a permis d'avoir certaines informations que nous avons publiées, mais en même temps, ça a renforcé notre cadre de collaboration. Ils nous ont même appuyé dans l'élaboration de notre référentiel de données. Et puis, ça a permis aussi d'avoir, je vais dire, un partenariat avec l'OGP. Je peux vous dire que tout à l'heure, j'ai eu un échange avec l'OGP et après notre échange, nous allons avoir des discussions sur l'état d'avancement des engagements et on m'a dit que la ligne budgétaire a été créée, ce que je n'ai pas compris, mais en même temps, je prends avec beaucoup de réserve puisque tout à l'heure, nous allons échanger pour que nous puissions avoir effectivement un état effectif des lieux. Alors, comme mon succès de plaidoyer que nous avons obtenu en utilisant le tableau de bord, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ça nous a permis d'élaborer un référentiel de données qui a été utilisé comme élément de base pour que le gouvernement puisse développer les informations à publier. On nous a aussi dit qu'il y a un document qu'ils ont appelé référentiel technique qui a été élaboré par le ministère de la Santé et ce document a été approuvé et devait servir de base pour publier les informations. Nous n'avons pas encore accès à ces informations et à ces données, je veux dire à ce document, mais nous pensons que nous allons l'avoir dans les jours qui suivent pour que nous puissions faire le suivi des informations qui pourront nous aider aussi à renforcer le cadre commun. Alors, comme succès aussi, c'est l'engagement à créer la ligne budgétaire qui était dans un document officiel et qui nous permet, nous, de faire le suivi. Et puis aussi, le cadre commun a été un élément qui a mobilisé la société civile autour d'une pétition qui non seulement a permis de demander à ce qu'il y ait la création de la ligne, mais aussi a permis de demander à ce que le gouvernement puisse respecter l'engagement d'augmenter l'allocation en ce qui concerne la planification familiale. Donc, les produits de planification familiale. Alors, nous avons rencontré beaucoup de difficultés dans notre travail. C'est que le fait qu'il n'y ait pas de ligne budgétaire spécifique aux produits contraceptifs a été un frein pour que nous puissions suivre les décaissements, pour que nous puissions avoir une meilleure visibilité des efforts en matière de planification familiale et de produits contraceptifs. Nous avons eu aussi quelques difficultés, notamment la réticence du ministère de la Santé et du programme. Et justement, c'est la collaboration que nous avons eue avec l'OGP et la KIDP qui ont mené à ce que ces entités-là puissent nous fournir des informations. Ça a été difficile, certes, mais je pense qu'avec ce travail que nous avons fait de plaidoyer, les choses sont en train progressivement de s'améliorer et un engagement est en train d'être pris par le ministère de la Santé pour pouvoir publier certaines informations. Mais nous relevons dans tous les cas qu'il y a une réticence de ces acteurs au niveau du ministère de la Santé. Il y a aussi un manque d'informations concernant les décaissements et les dépenses périodiques sur le programme de planification familiale, mais aussi sur l'achat de produits contraceptifs. Et puis, nous avons appris qu'il y aura un programme de gratuité qui est vu comme un frein à la création de la ligne budgétaire parce que pour eux, c'est gratuit. Et donc, nous avons relevé le fait que la gratuité n'exclut pas le fait qu'il y ait la ligne budgétaire parce que ça permet de voir les efforts. Enfin, pour terminer, nous avons tiré des leçons dans le cadre de notre travail. C'était assez difficile, c'était un secteur nouveau, c'était pour la question de transparence, d'accessibilité, c'était un défi, mais nous avons compris que la collaboration avec des entités
étatique en charge de l'accès à l'information, mais en charge de bonne gouvernance, est un élément important qui peut soutenir le travail de la société civile, notamment dans notre cas, et qui a permis de sensibiliser les acteurs du ministère de la Santé afin que nous puissions avoir accès à certaines informations, mais aussi que le ministère de la Santé et les institutions en charge de la planification familiale puissent aussi élaborer des référentiels de données qui vont permettre de faire un suivi, mais aussi de prendre en charge l'engagement concernant le financement des produits contraceptifs et l'accès aux informations. L'autre élément, c'est que nous avons pu avoir une collaboration avec les fêtières de la société civile. Et ça nous a été utile pour pouvoir, je vais dire, amorcer notre action de plaidoyer, notamment vers le gouvernement, le ministère de la Santé et ses institutions. Mais nous sommes aussi en train de développer notre accès, un autre élément sur la décentralisation. Nous sommes en collaboration aujourd'hui avec les entités décentralisées, notamment les fêtières des communes et des régions, de sorte à ce que nous puissions déjà amorcer le processus de transparence, puisque nous avons compris que certaines communes ont des budgets pour financer les produits contraceptifs et la planification familiale. Et donc, la collaboration avec ces entités, nous avons projeté la création d'une ligne dans le budget de ces collectivités. Donc, c'est la collaboration qui est en train de permettre à ce que nous puissions mettre en place un niveau de transparence au niveau aussi décentralisé et qui peut être utile au niveau centralisé. Donc, voici résumé notre modeste contribution et expérience en la matière. Je vous remercie. Thank you so much, Julianne. I mean, something that I think is very interesting, that's a theme coming across all of these Merci, Julia. is one, we need to know whether or not there has been investments made in the commodities and the programs, whether those monies have been dispersed. But you're bringing up Un élément qui revient constamment dans votre réunion, et il semble que vous avez pu utiliser le cadre commun pour suivre un élément après l'autre. Vous avez utilisé le tableau de bord comme une opportunité pour demander plus de transparence en matière de données au niveau des gouvernements et non seulement au niveau local. Et je pense qu'il est important qu'il y ait une façon d'assurer la visibilité au niveau des données. Et vous avez parlé également de rendre disponibles des données, même pour la société civile. Merci pour ces informations que vous avez données. Je sais qu'il y a des questions. Je me demande si nous pouvons déjà voir les questions dans le chat. Nous avons écouté parler de comment est-ce que vous utilisez ces données pour votre plaidoyer, quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face. Peut-être je vais repartir. Je voudrais que l'un d'entre vous nous dise comment vous avez utilisé ces données pour le plaidoyer et surtout par rapport au succès que vous avez. Réalisé. Merci. Nous avons utilisé le tableau de bord et les données que nous avons pour notre plaidoyer dans notre coalition auprès constituée des preneurs de décision, des ministres de la Santé, du ministère de la Santé, mais également au niveau des parlementaires. Du Parlement, les députés, nous avons découvert que notre budget entre 2019 et 2020 avait augmenté de l'ordre de 125%. Vous vous souvenez qu'au départ, je disais que nous avions constaté que le budget augmentait
lentement à hauteur de 83 millions de kwacha malawiens. Nous avons également constaté qu'à travers le plaidoyer que nous avons mené via le tableau de bord, le budget a été épuisé. C'est vrai qu'au cours des années précédentes, il était difficile de faire le suivi et parfois la mobilisation des fonds se faisait à la fin de l'année. Et donc, une fois que une année commençait, on avait encore des budgets restants. Donc, en 2020 et en 2021, nous avons également découvert qu'au cours de cette période caractérisée par la COVID, les ressources mises à contribution par le gouvernement étaient sous pression. Alors, le budget a été revu à la baisse de l'ordre de 10 millions de kwacha malawiens. Lorsque nous avons été informés de ce fait, nous sommes mobilisés en tant qu'organisation de la société civile. Nous avons développé nos messages de plaidoyer que nous entendions faire parvenir aux différents décideurs, notamment le ministre de la Santé, celui des Finances. Malheureusement, ils ont été sans voix, ils n'ont pas pu résoudre nos problèmes. Le dernier recours était donc député. À notre réunion avec la commission parlementaire en charge de la santé, où nous avons également invité le président et le vice-président de la commission des finances et du budget. En plus, le président et le vice-président du groupe des femmes, toutes ces personnalités ont participé à ce forum. Parmi nous également, le président et le vice-président du Fonds pour le VIH qui ont participé à ces échanges où nous avons présenté nos doléances. Nous avons eu des débats très instructifs. Cependant, nous avions un autre plan, c'est-à-dire que ferions-nous si les lignes ne bougent pas? Nous sommes entendus sur le fait que si le budget n'était pas revu à la hausse, nous allions faire des communiqués de presse. Alors, nous avons attendu la présentation du budget. Les dotations étaient au même niveau que par le passé. Nous avons donc procédé à ce communiqué de presse sur la presse écrite, bien sûr, et ce, 5 jours durant. Nous avons, in fine, je disais tantôt que sur les 5 jours, de façon continue, nous avons eu la diffusion de nos messages par presse écrite et finalement, il y a eu une augmentation. C'est vrai qu'on avait auparavant retranché 10 millions de kwacha, mais pour la dotation de 2019, donc par rapport à 2019-2020, l'année 2020-2021 a eu une augmentation de l'ordre de 9%. Donc voilà ce que la société civile a pu contribuer en termes de plaidoyer. Maintenant, en ce qui concerne les difficultés ont déjà été évoquées par les précédents intervenants. Il s'agit du manque de disponibilité des données. La plupart des données que nous utilisons dans le monitoring ne sont pas disponibles en ligne. Il fallait donc que nous usions de nos rapports, de nos relations au ministère de la Santé. Parfois, à cause de l'indisponibilité de données en ligne, il fallait que nous établissions des liens de communication avec les différents ministères responsables de ces secteurs. Surtout, vous savez que lorsqu'il y a remaniement ministériel, il y a remaniement de la structure. Alors, il était difficile d'avoir accès à l'information lorsque vous avez un nouveau collaborateur, un nouveau point focal et qu'il faut renouer ces liens de communication. C'est vraiment la difficulté que nous avons eue en termes d'accession à l'information et aux données. Également, nous avons constaté
au sein de notre région que nous avions appris de bonnes, de belles leçons de cette expérience, l'une d'elles étant que la disponibilité des informations a joué un rôle majeur dans la réussite de notre processus de plaidoyer. Lorsque vous avez des données pertinentes disponibles, quand vous faites un plaidoyer, personne ne met en doute votre parole et vous faites plutôt office de consultant. Pourquoi? Parce que vous avez les données pertinentes. Nous avons également découvert que il faut, lorsque vous voulez mener un plaidoyer, choisir vos soins et asseoir vos informations. Pourquoi cette information particulière, cette donnée particulière que vous sélectionnez, quelle sera son utilité dans la phase de plaidoyer? Il faudrait les passer en revue, les scanner et les peaufiner sur l'ensemble de la stratégie de plaidoyer. Et ce faisant, lorsqu'il y a des problèmes, peut-être dans le département de la santé reproductive, ils sont capables de revenir vers vous pour demander votre avis parce qu'ils ont la preuve que vous ne militez pas en leur défaveur, mais que vous êtes là pour collaborer avec eux. Nous avons aussi découvert que travailler en synergie donne de la voix à notre action et ce faisant, nous obtenons des résultats plus probants. Voilà, les gens vous disent qu'ils vous ont écouté lorsque vous êtes seul. Mais lorsque vous agissez de manière collégiale, les gens savent qu'il est désormais temps de vous prendre au sérieux. Voilà les leçons que nous avons apprises. Oui, lorsque vous racontez cette histoire, vous avez parlé du cadre commun et des outils que vous avez présentés, mais surtout vous parlez de vos différentes expériences en termes de plaidoyer, surtout devant les politiques. Vous avez parlé de votre action communautaire, vous avez parlé de votre assistance technique au sein du ministère de la Santé. Et vous nous avez également dit que vous avez collaboré avec les députés lorsque vous avez également découvert que les députés n'agiraient que lorsqu'ils ressentiraient une pression extérieure pesant sur eux. Et c'est pourquoi vous avez actionné le levier des médias. Vous avez également parlé de l'importance de nouer des liens de confiance mutuelle entre les différents points focaux, les différents acteurs dans les ministères, produisant bien sûr des résultats probants. C'est vrai qu'il y a dans notre domaine à la fois la science et l'art dans le plaidoyer, mais je crois que votre expérience ressort plutôt la beauté de l'art du plaidoyer. Je vous remercie d'avoir partagé vos expériences. Vous avez réussi d'ailleurs à revoir, à faire que votre budget soit revu à la hausse. Je crois que c'est un exploit à féliciter. Je crois qu'à l'heure actuelle, nous allons passer à Jérôme. Jérôme, vous avez évoqué également l'importance de créer des liens durables pour avoir accès à des données pertinentes. Je ne sais pas, peut-être pourriez-vous nous entretenir davantage sur les succès que vous avez rencontrés dans le domaine du plaidoyer et quels sont les défis auxquels vous avez fait face. À vous. OK, merci. Je crois que avec l'utilisation des tableaux de bord, nous avons quand même noté des succès, quelques succès significatifs. Et le premier, c'est que il faut noter que la planification familiale est reléguée au rang de priorité de l'État. L'État même, en marge, quand on prenait des engagements de FP 2030 et de partenariat de Ouagadougou, l'État même a pris un 4e engagement. Ça veut dire que la priorité a augmenté en matière de planification familiale au niveau de l'État. Cet engagement a trait à la gratuité des services de la planification familiale à l'endroit des populations au Bénin. Donc, c'est l'État même qui a pris cet engagement.
Le second succès dont on peut parler, c'est l'amélioration des allocations et du décaissement, surtout pour les produits de planification familiale en 2022. C'est-à-dire que nous avons noté que cette année, l'État, on a interpellé le service qui s'occupe de la planification familiale au niveau de la direction de la santé de la mère et de l'enfant. Et il est clair aujourd'hui, il reste à ce que le prochain cadre commun vérifie que l'État béninois a dépassé les prévisions budgétaires pour l'achat des produits contraceptifs. On nous a déjà notifié qu'on est au-delà de 300 millions, alors que l'engagement de partenariat de Ouagadougou a prévu 275 millions pour 2022, c'est-à-dire une augmentation de 10%. Donc, on est déjà au-delà de 300 millions. Ça veut dire qu'il y a une augmentation de l'allocation pour l'achat des produits contraceptifs. L'autre chose dont je veux parler, ce sont les données collectées. Ces données ont permis aux OSC de faire leur plaidoyer. Maintenant, je voudrais aborder quelque chose de plus important, c'est-à-dire que la pratique du plaidoyer. Au Bénin, il y a l'État, nous avons institué quelque chose lors des sessions budgétaires, lors du vote du budget. La société civile est amenée, est appelée à l'Assemblée nationale. Donc, l'Assemblée nationale accorde une place à la société civile pour qu'elle vienne faire un plaidoyer dans plusieurs domaines. Et parmi ces domaines, il y a eu la planification familiale. Et cette année, c'était le 10 novembre passé que nous avons été à l'Assemblée et nous avons plaidé pour l'augmentation du budget alloué à l'achat des produits contraceptifs. Après le passage de la société civile, le ministère de la Santé est allé à l'Assemblée et les députés ont interpellé, et ça a été dit clairement par le ministre de la Santé dans son compte rendu à la télévision nationale, qu'il y a eu 3 points soulignés par les députés. Au nombre de ces 3 points, il y a que le ministère a été interpellé pour qu'une part significative soit accordée à l'achat des produits contraceptifs. Donc, ce sont les députés qui ont interpellé le ministre de la Santé pour qu'il accorde cette part importante à l'achat des produits contraceptifs. L'autre élément, c'est que non seulement il y a que cette année, lors de notre session, quand les OSC se sont réunis pour préparer le plaidoyer à l'Assemblée nationale, nous avons invité le ministère de la Santé. Et cette fois, quand ils sont venus avec une note de réponse par rapport à notre plaidoyer de l'année dernière. Donc, ils ont répondu point par point par rapport au plaidoyer, aux différents plaidoyers, dont le plaidoyer budgétaire pour l'achat des produits contraceptifs cette année. Donc, le ministère des Finances a répondu et nous a même montré le niveau atteint dans l'allocation du budget à l'achat des produits contraceptifs. Donc, le cadre commun nous a permis de leur montrer la réalité des choses parce que l'année dernière, on leur a fait le point de 2019, de 2020. Voilà, vous avez dit, quand nous, on est allé vérifier sur la base de l'outil important qu'est le cadre commun, voilà ce que nous avons retrouvé. Donc, ça a réveillé leur attention. Cette année, ils sont venus avec une note et ils ont partagé cette note à toutes les organisations. On était une 50aine d'organisations de la société civile dans la salle. Donc, ils ont partagé cette note qui est une réponse à notre plaidoyer de l'année dernière. Donc, ça va continuer. Donc, à toutes les sessions budgétaires, nous serons appelés désormais à faire un plaidoyer à l'Assemblée nationale et le ministère a le devoir désormais de nous produire les réponses de notre plaidoyer de l'année précédente. Donc, c'est l'utilisation que nous avons faite des recommandations issues du cadre commun
de notre tableau de bord qui a fait que nous avons atteint ces résultats aujourd'hui. Voilà les quelques préoccupations que je voudrais porter à votre attention. Merci. That's so interesting, Jerome. And I know we're having a little trouble. C'est très intéressant, Jérôme. Je constate qu'on a un petit problème avec l'interprétation. Je voudrais résumer certaines de ces informations. L'une des choses que Jérôme a évoquées, c'est que de façon collective, la société civile a utilisé le cadre commun et a utilisé certaines données comprises pour faire une présentation de l'état des lieux en 2020 au ministère des Finances. Et l'année qui suivait, le ministère de la Santé a préparé un résumé des investissements qu'il faisait dans le cadre du planning familial. Je crois que c'est très intéressant. Un autre point que vous avez évoqué, Jérôme, c'est vrai que très souvent, nous travaillons avec le ministère de la Santé, mais nous ne travaillons pas avec le ministère des Finances. Pourtant, voilà le ministère que nous devons toucher si nous voulons augmenter notre budget. S'il vous plaît, est-ce que je crois que vous avez eu une approche très intéressante. Je suis désolé pour ceux qui n'ont pas été à mesure de saisir l'interprétation. Je crois que c'est là l'essentiel des points que vous avez partagés, Monsieur Jérôme. Il nous reste 7 minutes et je crois que notre discussion peut se poursuivre, mais j'aimerais entendre Charity et peut-être Amos. Et comment, à son avis, il pense que nous pouvons maximiser ces outils. Charity, est-ce que vous avez des remarques en sus par rapport à ce qui est fait en Ouganda? Turn my camera on because it will Okay, we're stabilize the having a network. lot of tech problems this morning. Yeah. Can you hear me? Hello? Can you hear me? I apologize, but right now we can all hear the French translation. If you could ask the French translator to use that channel. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Go ahead, Charity. Yeah, sure. So I'm going to just list one success. due to Okay. the- Alors, je vais juste partager un seul succès. Oh, I think we've lost Charity. Oui, nous avons perdu. Je crois que nous avons perdu. La technologie n'est pas de notre côté ce matin, je vous le dis. Est-ce que vous pouvez m'entendre, s'il vous plaît? Nous pouvons... Allez-y, Charity. I'm sorry, we've lost you. Désolé, nous avons perdu. Nous venons de vous perdre à nouveau. So listen, I'm keeping an eye on the time. I hope Charity will join us Alors, again. Alors, je garde un œil sur le temps. J'espère que Charity nous rejoindra. Je vous rappelle. Nous avons des questions dans le chat et je voudrais juste me rassurer. Également que nous ayons le temps de poser des questions à Amos. Est-ce qu'il y a une question dans la boîte de discussion? That we would like to share. Several people have asked where we can get the toolkit. That's definitely going to be a Les gens s'interrogent de savoir si on aura la boîte à outils. Je crois que ce sera disponible le plus tôt possible. Nous avons déjà eu à faire état de quelques-uns des succès enregistrés dans différents contextes en attendant que Charity nous rejoigne. Je crois, Amos, que vous pouvez prendre la parole. Notre organisation, le CRNC, a joué un rôle important dans la mise au point. Après la mise au point du cadre commun, vous l'avez peaufiné, vous l'avez mis à jour. Vous êtes un meneur dans le cadre du plaidoyer en Zambie et vous jouez aussi le rôle de représentant de la société civile. Vous êtes en charge de vous assurer que la Global Finance Facility investit de l'argent là où il faut et quand il faut. Vous avez entendu la conversation de ce jour. Avez-vous des observations? Avez-vous également un remarque à faire quant à la manière dont on peut utiliser le cadre commun, ces boîtes à outils? Merci infiniment. Je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui, chers collègues. Tout plaisir à le mien. Je sais que nous n'avons pas assez de temps. Je voudrais remercier PI pour
nous avoir soutenus. Vous êtes assuré que le cadre commun est mis en marche. Christina, je crois que vous avez entendu parler quelques-uns de mes collègues. Nous avons collaboré dans le cadre de la mise en activation du cadre commun pour la réception des données et leur exploitation. Ce que nous avons fait pour le cas de la Zambie avec le cadre commun et le tableau de bord dans le plaidoyer. Par exemple, sur le point de la transparence, nous sommes à même de travailler avec les bailleurs de fonds, les ministères, y compris le ministre de la Santé et le ministre des Finances, en nous assurant que la mobilisation des fonds est accélérée et améliorée. Un autre point que je devrais évoquer est que depuis le moment où nous avons commencé à utiliser le cadre commun, nous avons considérablement augmenté l'argent, les fonds, euh, les, 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 les décaissements, autant pour moi, nous sommes passés de 3 à 12 par an et cet outil nous a également permis de, de mettre en collaboration d'autres partenaires techniques. Nous ne prenons pas le risque d'utiliser ce cadre commun avec d'autres personnels parce qu'ils peuvent ne pas comprendre. Disons avec le personnel technique, les groupes de travail technique, ceux qui prennent les décisions au sein du ministère de la Santé, le ministère des Finances également, afin qu'ils soient à même de comprendre à quelle vitesse nous nous déplaçons dans le cadre de la mobilisation des ressources, l'utilisation des fonds, à quel niveau nous sommes. Voilà les bénéfices que nous avons tirés de cet outil. En ce qui concerne quel usage nous devons en faire, je crois que désormais, il faut que nous renforcions cet outil. Nous avons vu l'impact dans différents contextes pays, ceux qui ont été à même de partager leurs acquis avec le ministère de la Santé, également le ministère des Finances. Je crois que c'est très utile dans ce cadre. Second lieu, j'aimerais suggérer que nous utilisions cet outil pour faire du lobbying et du plaidoyer dans le cadre de l'augmentation des ressources mobilisées. Très souvent, il nous est difficile d'avoir des données en temps voulu pour utiliser cet outil de manière optimale. Parfois, pour différentes raisons, certaines organisations dans différents pays ont du mal à utiliser, à avoir accès à des données à temps. Ensuite, il faut que nous mettons au point des messages qui mettent l'accent sur le plaidoyer basé sur les preuves. C'est là le nœud de notre stratégie. Rassurons-nous de renforcer cet outil et faisons-en large diffusion pour que les gens soient à même de l'utiliser. Nous pouvons l'améliorer, c'est ce sur quoi nous avons travaillé ensemble avec l'équipe, mais jusqu'ici, ça augure de bonnes choses. Merci. Est-ce que je peux capitaliser sur votre dernier point? Je voudrais également partager une question que nous avons l'un de nos panélistes. Vous avez parlé de la transparence dans la gestion du budget, le suivi des dépenses. Qu'en est-il de l'équité? Est-ce que vous pouvez nous entretenir davantage là? La question était, est-ce que cet outil nous a permis d'avoir plus de données sur les budgets dans le cadre de la FP 30? Est-ce qu'on a pris en compte les personnes à mobilité réduite? Est-ce que les dotations ont augmenté pour les personnes déficientes visuelles et auditives? Est-ce qu'on peut parler ici d'une réelle progression dans le cadre de l'inclusion? Je crois qu'il fallait que nous examinions cela en détail. Est-ce que cet outil permet également de déchiffrer le niveau d'équité dans les dépenses? Oui, je disais tout à l'heure qu'il y a assez d'améliorations à apporter à cet outil. Et il est difficile de faire le suivi de l'équité parce qu'il faudrait déjà que nous puissions savoir quel est le budget total de ces différents aspects au sein du ministère de la Santé. Lorsque vous regardez les indicateurs que tous les ministères utilisent, nous utilisons en Zambie un indicateur appelé le Output-Based Budget. Dans
contexte, les ressources peuvent être réattribuées et donc là, il vous devient difficile d'évaluer le degré d'équité dans la mobilisation du budget. Tout d'abord, il nous faut identifier les indicateurs à utiliser. Est-ce que on va aller sur la base, quels sont les indicateurs qu'on doit utiliser? Il faut également qu'on travaille en étroite collaboration avec les personnes à mobilité réduite pour savoir quels sont les éléments dont ils voudraient faire le suivi. Mais dans le cadre du budget, Christina, vous savez que déjà, il nous est difficile d'accéder à ces données au niveau du ministère des Finances. Je crois que ce serait un peu trop demandé d'inclure l'équité dans les indicateurs, dans les outils de suivi. Il nous faut faire le suivi de chacun de ces éléments. Il nous faut savoir quels sont les programmes qui sont l'apanage des hommes, dans l'inclusion des hommes. Il faut que nous sachions quelle est la somme allouée pour les programmes des personnes à mobilité réduite, ainsi de suite, ainsi de suite. Il faudrait d'abord que nous identifions ces indicateurs. C'est le premier travail à faire. Cependant, il nous est possible de catégoriser chaque budget, chaque tableau de bord sur la base des indicateurs qui s'utilisent. Par exemple, les consommables sont disponibles dans tous les contextes. Il nous est donc possible de voir quels sont les produits qui ont été mobilisés à l'endroit des personnes à mobilité réduite et ça vous permettra de vous faire une idée du degré d'équité dans la mobilisation ou le déploiement du budget. Donc, il est un peu difficile, vous savez, de faire cette évaluation parce que nous utilisons ce tableau de bord pour je dirais, l'identification du taux de déploiement du budget et c'est un peu difficile. Je vous remercie beaucoup. Nous n'avons plus assez de temps pour recevoir des questions. Je voudrais vous remercier pour votre temps. Je vous remercie pour la question que vous avez mise dans la boîte de discussion. C'était très pertinent. Vous avez parlé des aspects à prendre en compte dans le cadre du monitoring, de l'équité et bien d'autres. Je crois que je vais passer la parole à Katie Wadjen pour savoir si il nous sera possible d'avoir ces ressources. Est-ce que ces ressources seront rendues publiques? Je dirais oui. Nous avons échangé avec des associations médicales. Moses a d'ailleurs travaillé dessus et toutes ces données sont disponibles. Tous nos panélistes, tous nos experts sur cette méthodologie travaillent dessus et il nous sera possible de partager ces informations en temps voulu. Jane, Katie, vous avez la parole pour vos mots de conclusion. Merci à tous. Ce fut un débat fructueux. Je voudrais juste répondre à certaines questions quant à où est-ce qu'on pourrait avoir accès à la méthodologie. Nous avons créé une page web sur le site du PAI, FP Budget Scorecard Resource Page. Le lien pour accéder à cette page est là-dessus. Nous allons également mettre cette présentation sur le site web pour votre attention. Les données seront disponibles à la fois en français et en anglais. Alors, vous aurez les différents tableaux de bord pour les 7 pays, l'enregistrement du webinaire aussi bien en français qu'en anglais, ainsi que toutes les présentations seront également disponibles. Très bientôt sur notre site, nous aurons une présentation régionale pour l'utilisation du tableau de bord pour les pays d'Afrique francophone. Nous aurons également un résumé de cette présentation, ce webinaire, et une analyse plus détaillée de la situation dans les différents pays. Vous pourrez également retrouver
un cadre commun, la méthodologie, ainsi que plus ample information sur la transparence et autres données par rapport au budget du planning familial. Donc, cliquez sur ces liens et vous pourrez avoir davantage d'informations. Nous allons renseigner cette page au fur et à mesure que les données seront disponibles. Voilà, je crois que tout est dit. Je voudrais vous remercier pour votre temps. Je remercie nos partenaires, nos intervenants, Jérôme Chatigre de Grafed, Julien Tingan de Social Justice, Jojo de Monoso, Tioti Nagemi de Samasha et Amos Molly de CRAG. Donc, je vous remercie toutes et tous pour le travail acharné que vous abattez dans le plaidoyer, dans le suivi. Et, grâce à votre travail, nous avons pu augmenter dans nos différents pays les budgets de la planification familiale. Je crois que vous allez continuer dans ce sens. Sur ce, je vous remercie encore une fois et je, je serai dans l'attente de données supplémentaires pour enrichir notre site web. Je vous remercie. Au revoir à tous.